quelques jours dans sa version complète, le prochain Might & Magic aura mis un certain temps avant de sortir, mettant à rude épreuve la patience de cette communauté qui vibre et fait vivre cet univers depuis maintenant plusieurs années. Le jeu nous a été présenté il y a de ça quelques mois par son directeur créatif Erwan Le Breton, qui à l'occasion d'un event organisé par Ubisoft avait bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. À commencer par cette volonté de proposer une expérience définitivement old school aux joueurs. Le choix du vraiment rétro old school fidèle à l'esprit des prédécesseurs, c'est lié à deux choses. D'abord, depuis qu'on Ubisoft a acheté la marque Might & Magic, régulièrement quand on rencontre les fans ou même certains membres de la presse, ils nous disent Might & Magic 10 ça vient quand est-ce que vous le faites? Et quand on leur dit mais tu voudrais quoi? Un Elder Scroll, un Dragon Age, un Baldur's Gate? Non, ils disent non, Might & Magic 10, c'est Might & Magic 10, c'est à l'ancienne, c'est first person, c'est party based, c'est turn based. On a dit ok bon, c'est bien ça qu'ils ont en tête. Donc il y a une demande pour ce genre de jeu qui est exprimée depuis 2003, depuis que je travaille sur Might & Magic à Ubisoft. Ensuite, on a senti ces dernières années, c'est pour ça qu'on a attendu quand même 11 ans avant de le faire, une espèce de renouveau du côté rétro, old school, grâce à Kickstarter, grâce aux jeux mobiles, grâce à Steamworks, grâce à Good Old Games. Il y a vraiment une tendance globale de c'était bien fait il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est toujours cool aujourd'hui. Par contre, on voudrait juste voir des nouveaux graphismes, une accessibilité un petit peu raffinée, des contrôles plus sympas, mais globalement, j'aimerais jouer à ces vieux jeux, soit par nostalgie parce que j'y ai joué à l'époque, soit parce que je suis un néo-geek et que tous mes aînés me parlent de ces vieux jeux qui étaient vachement bien à l'époque, mais quand je les regarde, ça me brûle les yeux et il n'y a même pas le manuel, je comprends même plus comment on joue. Voilà. Donc le but, c'était de dire, pour ces deux types de publics, on vous sort exactement le type de jeu que vous attendez, c'est-à-dire fidèle à l'esprit en tout point des prédécesseurs, mais juste un peu relooké. Jouer sur des feelings de nostalgie peut effectivement être payant, mais également risqué. On pourrait par exemple taxer certains développeurs de ne pas faire preuve d'innovation ou d'originalité et de donner dans la facilité. Il y a vraiment le côté, c'est déjà des mécaniques éprouvées, donc il n'y a pas à tout réinventer, ça nous sauve du temps, de l'argent, de l'énergie, c'est quand même très appréciable. Et au moins quand on communique avec la presse ou les joueurs, tout le monde sait de quoi on parle. Donc ça c'est top. D'un autre côté, il y a un côté hyper conservateur de « Oh, vous avez changé un pixel, un iota, une petite mécanique, c'est plus comme avant, c'était vachement bien. » Et tu as aussi le côté nostalgie, parce que tu as joué à un truc il y a 10 ans, tu y as joué 3 ans de suite à une époque de ta vie où tu étais jeune et insouciant, forcément c'était formidable. Tu y rejoueras aujourd'hui, tu dirais c'est pourri, mais voilà. Il y a parfois, tu as tendance à embellir un peu le passé, et donc du coup tout ce que tu peux sortir aujourd'hui comme remake, c'est moins bien, c'est pas pareil, et puis maintenant c'est des méga corporations, le vidéo c'est une industrie, enfin voilà, tu as tout ce message que tu as un peu apporté avec toi qui est un peu dur. Donc tu as du pour et tu as du contre. Après, moi, ce que je vois, c'est que le fait qu'il y ait tout ce côté rétro aujourd'hui, c'est pas de la fainéantise ou un manque de créativité de la part des équipes, parce que l'innovation, justement, grâce aux jeux indie, aux plateformes digitales, on en a une pelletée et c'est génial. C'est plutôt le côté, on est une industrie peut-être qui devient un peu mature et du coup qui s'auto-référence. Comme la mode, comme le cinéma, comme la musique, comme plein de choses. C'est pas honteux parfois de regarder le passé, de lui rendre hommage. Sans aller jusqu'à dire qu'on a une attitude postmoderne et très intellectuelle par rapport à notre milieu, mais voilà, il y a un côté, maintenant on peut se permettre de dire, oui, les années 80, c'est une époque, c'est les années 90 pareil, c'est des codes et on les reprend et on comprend, on sait de quoi on parle, ça a de la valeur. Les équipes ont entretenu un lien particulier avec la communauté de fans et ses acteurs principaux. Une relation qui a généré tout un tas de feedbacks qui ont, semble-t-il, réellement impacté le développement. Historiquement sur Might & Magic, en commençant par Heroes 5 un petit peu, mais surtout Heroes 6, on a pris le pouls de la communauté pour, avant l'heure, leur demander qu'est-ce que vous pensez du jeu, on vous soumet les éléments de game design, l'art, votre feedback est apprécié, etc. Sur Might & Magic 10, on va un cran plus loin, on les inclut vraiment dès le départ, on leur a présenté tous les éléments de game design, et comme Might & Magic, il y a eu 9 épisodes avant celui-là, et ils étaient tous légèrement différents les uns des autres, il fallait qu'on se mette d'accord sur on copie quoi, Might & Magic 4, 5, 6, 7, c'est quoi Might & Magic pour vous vraiment, ils sont tous un peu différents. Bon. Donc il y a eu des questions de fond qui ont divisé les foules, les fans, les développeurs, Limbic, Julien, le Pirou, donc le supervisor du projet, sur est-ce qu'on part sur du full turn-based par exemple, est-ce que ça va être tile-based l'univers, ou est-ce qu'il va être real-time comme c'était le cas dans Might & Magic 6, 7, 8, 9, est-ce qu'on va avoir des rations avec de la nourriture ou pas, est-ce qu'on va devoir consommer des cristaux pour lancer des sorts comme dans Might & Magic 3 mais pas comme les autres, enfin voilà. Donc en jouant au jeu vous verrez que les réponses ont été apportées. Parfois ça vient d'un vote entre tous les VIP fans, c'est la majorité qui l'a emporté. Parfois c'est unanime, typiquement là dans la démo, quand on tire à distance, tous les personnages agissent d'un seul coup.
On fait un clic sur tir à distance et on voit 4 flèches qui partent. Voilà. Ça, c'est comme dans les premiers Might and Magic. Et les fans ont tous dit, en fait, non, on voudrait que ce soit plus comme dans les 6, 7, 8, 9, où on contrôle individuellement chaque personnage. Donc là, c'était unanime. Et du coup, les devs, nous, pareil, Ubisoft, on a eu un peu le même feedback. Donc c'est quelque chose qui va changer et vous verrez que dans le jeu final, ça sera, oui, on contrôle individuellement chaque personnage, pas seulement en mêlée, mais aussi en distance. Ça paraît anecdotique, mais sur chaque élément de game design comme ça, il y a ce genre de discussion et à la fin de décision. Un autre truc très important qui permet d'embrigader la communauté sur ce projet, on sait que depuis que Ubisoft a repris Might and Magic et voyant pas de signe de Might and Magic 10 venir, les fans ont commencé à faire des projets perso. Il y en a un qui s'appelle Children of the Void, ça fait plusieurs années que c'est annoncé, c'est une équipe de gens super passionnés qui bossent dessus, mais bon, faire un RPG type Might and Magic, c'est des heures de jeu, c'est un contenu énorme, ils rament un peu les pauvres. Ils font ce qu'ils peuvent avec leurs petits bras, mais bon. Nous, grâce à Might and Magic 10, l'officiel, on va leur fournir un modding kit. On travaille sur Unity, c'est un moteur que tout le monde peut s'approprier en condition de s'y connaître un peu et trafiquer, mais surtout on leur fournit la couche supérieure, donc éléments de script qui permettent de changer le nom et les stats de toutes les créatures et des armes du jeu, etc. Un level design kit, justement, comme le jeu est tile-based, c'est assez facile de faire des niveaux et de commencer à créer ses propres quêtes et ses propres scénarios. Donc on espère que les projets de ce type-là, Children of the Void, il y en aura d'autres, et ils vont s'emparer de nos outils et de nos assets du jeu et faire leur propre aventure, faire référence aux jeux pré-Ubisoft parce que voilà, ils sont encore nostalgiques de ces vieux univers et du coup qu'on va voir fleurir un paquet de modes parfois surprenants, je pense, à la sortie du jeu. Parmi les acteurs principaux du processus de développement de ce Might and Magic, on retrouve une personnalité bien connue des services puisqu'il s'agit de Julien Pirou, fan de longue date de la série et membre actif de la communauté de joueurs. Alors Julien, il a rejoint l'équipe Might and Magic il y a un peu plus de 3 ans pour travailler au départ comme level designer et puis lead level designer sur la série Heroes. Pourquoi on l'a recruté? Parce qu'à l'époque, c'était pas du tout en rapport avec No Life et ce qu'il fait avec IG Max, c'était parce que dans la communauté Might and Magic, il est connu comme un très bon modeur, un mec qui est là depuis longtemps, qui a fait des maps pour Heroes 3, Heroes 4, Heroes 5. On a eu donc besoin de ses compétences très techniques et de son engouement et on s'est rendu compte rapidement que le personnage était super, mais aussi qu'il connaissait vraiment l'univers Might and Magic pré-Ubisoft par cœur. Et notamment parce qu'il a joué à tous les RPG, il les a pliés 2-3 fois chacun. Son père lui a transmis cette passion, donc c'est vraiment un truc genre Pirou père en fils, Might and Magic Forever. Et du coup, depuis qu'il est chez nous, il fait partie de ceux qui nous disent tous les ans Might and Magic 10, when ? Et sur ce projet-là, il avait des idées qu'il avait couchées sur papier, il nous avait présenté des trucs. Quand on a trouvé le bon partenaire, donc le studio Limbic avec qui on travaillait sur H6, avec lequel Julien a participé aussi en tant au départ que level designer, puis scénariste pour les Adventure Packs de Hero 6, on s'est dit voilà, il y a une super équipe, Julien plus eux, ils peuvent nous faire quelque chose. Ils ont prototypé un Might and Magic 10 avec leurs petites mains en réutilisant le moteur Unity puis des assets du jeu et en disant voilà, on pourrait faire ça, regardez ce que ça donne. Et c'est là qu'on a commencé à être conquis et qu'on a dit voilà, on en parle depuis longtemps, aujourd'hui on a l'équipe pour le faire, ils nous montrent que c'est possible, qu'on peut le faire vite et bien. Si c'est aux commandes, on les trust. Et puis petit à petit, on a amené les fans, donc tous les fans qu'on a contactés. Et Julien étant déjà dans la communauté est super crédible vis-à-vis d'eux. Et du coup, il discute avec eux d'égal à égal, entre guillemets, en ayant le même degré intime de connaissance de ce type de jeu, qui fait qu'il est, personne ne remet en doute pas ses décisions puisqu'elles sont discutées, mais au moins son avis, sa pertinence. D'ores et déjà disponible dans sa version bêta en accès anticipé, le jeu complet ne devrait pas tarder à sortir. Et malgré l'enthousiasme que ce titre peut susciter chez une certaine tranche de joueurs, on ne saurait trop vous conseiller d'attendre la critique dans les normes en vigueur du jeu, diffusée dans un 101% à venir.